Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, on va dire, mon premier audio d'une longue série, enfin du moins je l'espère, qui a pour titre J'ai quelque chose à vous dire. C'est un concept qu'un proche, Hakim, que je salue, m'a conseillé de faire, c'est-à-dire, bon, dorénavant, j'essaierai de rebondir sur l'actualité de temps à autre, pas tout le temps, et avec, bon, ce titre qui m'a l'air assez drôle, j'ai quelque chose à vous dire. Un titre assez simple, un peu sobre, que mon ami m'a conseillé, mais que je trouve pas mal et qui sans doute suscitera l'attention, en tout cas des gens qui ont l'habitude de me suivre, ou du moins de m'écouter. Alors bien entendu, ce sera une réaction à chaud, ce sera moins travaillé que mes précédents audios avec des sujets bien précis. Le but de ces audios me permettra de survoler l'actualité, mais de manière très synthétique, sommaire, donc normalement le format devrait être assez court. Alors, quelle est l'actualité? Eh bien aujourd'hui, on va parler de couvre-feu, de terrorisme, d'islam, d'islamophobie, la liberté d'expression. Bon bref, il est question que de ça aujourd'hui, on n'entend que ça 24 heures sur 24. Donc bon, je vais essayer d'en parler assez brièvement. Alors, concernant le couvre-feu, couvre-feu que l'on peut appeler aussi confinement nocturne, hein, parce que ce n'est rien d'autre que ça en final de compte. Couvre-feu, dernière mesure que le gouvernement a décrétée pour que le peuple puisse se relever de cette pandémie, parce qu'apparemment la situation s'aggrave, c'est de pire en pire. Donc le gouvernement en place n'a rien trouvé de mieux que de nous enjoindre à rester chez nous, cloîtrer chez nous, pour que le virus puisse faire le moins d'effets possible. Sachant que toute la journée, tout le monde est dehors, les gens s'agglutinent les uns sur les autres dans les transports en commun. Je dois vous avouer, j'ai du mal à comprendre cette décision d'un point de vue logique et rationnel. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Cela dit, si on observe maintenant la situation avec beaucoup plus de recul, hein, quitte à se faire taxer et traiter de complotiste, ce genre d'anathème auquel je suis absolument pas sensible, on peut se dire aussi que tout ceci s'emboîte parfaitement dans l'agenda mondialiste et qu'on avance pas à pas vers ce grand nouvel ordre mondial et que le système est en train de monter d'un cran de plus dans cette dictature. C'est une autre raison. Alors il y a deux possibilités. Soit nous avons affaire à des politiques incompétents, mais d'une incompétence crasse hein, et terriblement débile, dépassés par les événements, etc. Ou bien c'est de considérer que ces politiques en question ne sont que des fusibles, des joujoux, en d'autres termes des joujoux utiles, des pantins tenus par des fils, par une certaine contre-élite, qui a pour volonté de maintenir le peuple dans la psychose, dans la peur, nous immerger dans une atmosphère apocalyptique où tout le monde est muselé, hein, avec des masques. Symboliquement, c'est assez fort. Et bien évidemment, pour éloigner tout vent de révolte. D'ailleurs, je tiens à rappeler que très peu de temps avant l'arrivée de ce Covid-19, nous étions en pleine époque insurrectionnelle, hein, avec les Gilets jaunes. Même s'il est vrai qu'à la fin, ça commençait à s'affaiblir un petit peu. Mais on ne peut pas nier le fait qu'à un certain niveau, il y a eu un certain éveil populaire. Alors bien sûr, le Covid-19 existe, hein. Il existe bel et bien. Il y a pas mal de gens dans mon entourage qui ont été touchés, même très proches, hein. Ma propre mère, mes frères, des cousins. Bon. Il existe bel et bien. Ce virus a également causé des morts, ça, il n'y a pas de problème, j'en ai conscience. Mais le danger de ce coronavirus est largement gonflé. Alors le professeur Raoult l'explique très bien. Je vous conseille de vous procurer son livre d'ailleurs, qui est assez intéressant. Monsieur Raoult d'ailleurs, qui est la cible de tous les médias. Ça se demandait pourquoi, hein. C'est un professeur surdiplômé, mais diabolisé du jour au lendemain. Ça se posait des questions. Je vous invite à écouter la dernière allocution de François Asselineau, président de l'UPR, qui dernièrement a publié une vidéo qui s'appelle Mais pourquoi donc Macron impose-t-il le couvre-feu? C'est très intéressant. Je vous encourage vivement à l'écouter.
Il y a également le professeur Christian Perron, qui est intervenu 2 ou 3 fois, il me semble, sur la radio Sud Radio, et qui est très pertinent sur le sujet, qui défend aussi l'idée que cette époque virale, cette pandémie est très largement gonflée, et il y a vraiment volonté à nous faire peur, à nous terroriser avec ce Covid-19. Il faut bien comprendre que la peur, la terreur, est un moyen très efficace pour maintenir un peuple. Car un peuple terrorisé est un peuple fragile, hein, vulnérable, donc très malléable et servile auprès de son bourreau. Donc le système joue beaucoup sur la peur. Et en parlant de peur, en parlant de terreur, eh ben, ça va me permettre de parler maintenant de terrorisme. Je rappelle que terrorisme et terreur, hein, c'est de la même famille. Alors je vous ferai remarquer qu'il y a toujours une terreur pour remplacer une autre. Toujours, toujours, toujours. Et ces terreurs en question jouent le rôle d'os à ronger. Ce sont des diversions, très souvent. C'est-à-dire que les faits sont bien réels, sont souvent horribles, et permettent à la fois d'effrayer. Hein, ça va de soi. Donc tétanise, paralyse tout le monde, le peuple est apeuré, incapable de bouger le petit doigt, tout le monde a la tremblote, et tout le monde rentre chez soi. Et si vous observez les choses attentivement, les actes terroristes et tout ce qui relève au terrorisme, à la frayeur, tombent toujours à point nommé. Je vais donner des exemples. Pendant la période Gilets jaunes, lorsque le phénomène Gilets jaunes prenait de l'ampleur et montait crescendo, les Gilets jaunes étaient au centre de l'actualité, hein, on ne parlait que de ça, et soudain, la terreur a jailli. Elle a jailli où ? Dans l'est de la France, à Strasbourg. L'attentat de Strasbourg. Et à partir de ce moment-là, le système, hein, tout l'appareil politique et médiatique ont centré toute l'actualité sur l'attentat de Strasbourg, sur cette terreur. Les faits sont terrifiants, certes, on ne peut pas approuver ces choses-là, mais la question est de savoir pourquoi tous les médias se sont détournés du fait du cas Gilets jaunes pour se concentrer uniquement sur l'attentat de Strasbourg. Et qu'est-ce que l'attentat de Strasbourg ? C'était quoi concrètement ? C'était un homme, un décérébré, un malade mental, qui prêtait allégeance à l'État islamique et qui a ouvert le feu sur 5 personnes. Ce drame, ce crime, est qualifié d'acte terroriste. Alors que je vous garantis que si demain un Asiatique décide de tuer par pure folie 10 personnes dans la rue, ce crime ne sera jamais qualifié comme acte terroriste. Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, en 2020, c'est l'islam qui doit endosser ce rôle de grand méchant loup, la terreur absolue, d'où le terrorisme. Le terrorisme n'est que islamique. Même les plus ignobles pédocriminels n'ont pas le droit à ce fameux sobriquet, si je puis dire. Même ceux qui kidnappent des petites filles, des petits garçons, qui dépecèlent, qui font toutes sortes d'atrocités, ne seront jamais taxés de terroristes. Jamais. Le terroriste de Strasbourg qui a tué 5 personnes est beaucoup plus terrifiant, beaucoup plus effrayant que Marc Dutroux, que Émile Louis, que Jack l'Éventreur, que George Bush. Je vous assure, il est beaucoup plus terroriste qu'eux. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la sémantique et à tous ces nouveaux mots, là, tous ces néologismes, tous ces mots dont on met le suffixe isme à la fin. Tous ces termes vides et abscons n'ont pour unique but que d'enrhumer du crétin, c'est tout. Bon, je vais donner un autre exemple de terreur qui tombe à pic. Pendant la période de déconfinement, je pense que le système avait peur que le peuple se lève, hein, se soulève. Ils avaient peur de revivre la période de Gilets jaunes, c'est-à-dire la période avant confinement. Une terreur a surgi, hein, mais cette fois-ci aux States, hein, au nom de l'antiracisme, c'est l'affaire George Floyd. Cette terreur, parce que c'était terrifiant, hein, le mâle blanc terrifiant qui lui aussi endosse le rôle de terreur, de diable, bien que lui on l'appelle pas terroriste, bref, on s'est compris, car le terrorisme n'est qu'islamique. Cette terreur a joué le rôle de diversion. C'est-à-dire qu'on a détourné le peuple de cette pseudo-terreur Covid-19 pour une autre pseudo-terreur, la terreur du racisme. Le racisme blanc, le grand racisme à allure nazie, fascisme, bon, bref, tout vieux poncif qu'on a utilisé maintes et maintes fois.
c'est-à-dire la terreur du mâle blanc voilà, qui se fait du noir, quoi, qui tue un noir parce que noir. Bref, une période qui était très insupportable pour moi, qui était à la fois drôle et malaisante de voir tout le monde en masque et crier au racisme et en voulant se faire du blanc en se réunissant dans les rues de Paris sous la bienveillance des policiers qui avaient mutilé et borgné des gilets jaunes 4-5 mois avant. Bon, bref. Et dernière terreur en date, bon, pour le coup un terrorisme, car musulman, l'affaire de Monsieur Paty. Affaire qui est tombée aussi à point nommé, hein, c'est-à-dire après l'annonce de notre président de la République, l'annonce de ce fameux couvre-feu. Donc encore une fois, une bonne diversion. Arrêtez de réclamer des libertés, arrêtez, nous sommes en guerre, hein, la guerre ça fait peur. Ne soyez pas énervés contre nous, nous sommes là pour votre bien. Mais méfiez-vous plutôt de la terreur, de l'unique terreur, ou de la véritable terreur, qui n'est que musulmane, et qui pour le coup décapite au nom de leur religion, au nom de leur religion de terreur. Alors qu'on s'entende bien. Le fait que cet acte barbare, parce que c'est le mot, il faut vraiment être un barbare, un animal pour faire ce genre de truc, c'est incroyable. Le fait que ce genre de faits divers tragiques arrive à point nommé, ça n'enlève en rien à la gravité de la chose, on s'est bien compris. Hein. Je n'ose même pas imaginer que demain un décérébré au nom de je ne sais quoi coupe la tête d'un de mes proches. Le simple fait de m'imaginer dans une telle situation me perturbe. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. Mais des fois, ça se demandait si ces malades mentaux ne sont pas au service de certaines personnes de l'ombre. Un peu à la Mohamed Merah. Parce que c'est quand même fou d'aller aussi loin dans l'atrocité et toujours au moment opportun. Opportun pour la contre-élite, hein, l'élite qui chapeaute notre société. Parce que j'ai presque envie de dire qu'ils ont du bol, hein, ces gens-là. Parce que si jamais une révolution prend effet en France, ce ne seront pas des pauvres enseignants qui perdront leur tête, hein, je vous le dis. Hein. Et ils le savent très très bien, hein. Croyez-moi, hein, en tant que bon républicain. Je rappelle que la décapitation a été largement pratiquée par les premiers républicains. Hein. Bon, bref. Alors, je pense qu'il n'est pas nécessaire de relater les faits. Hein. Bon, je pense que tout le monde a plus ou moins entendu l'histoire d'un jeune Tchétchène qui a décapité un professeur qui aurait montré à ses élèves des caricatures de Charlie Hebdo, bon, des caricatures sur le prophète et autres. Et c'était, je pense, la façon pour lui d'enseigner à ses élèves, en tout cas de les questionner sur la liberté de l'expression, de les sensibiliser sur cette question, etc. Et le Tchétchène en question, en tant que bon malade mental, a décidé de faire ce qu'il a fait. Et au nom de l'islam. Bon, alors ce drame a ouvert l'éternel débat de la liberté d'expression en France. Est-ce que la liberté d'expression en France existe bien ? Bon, pour moi, elle n'existe clairement pas. Il n'y a pas de liberté d'expression. Ou du moins, il y a une liberté d'expression, mais limitée. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas de liberté, parce qu'une liberté limitée n'est plus une liberté. Ce n'est pas parce qu'on agrandit votre cellule de détenu, de prisonnier, que vous êtes libre. Non, vous êtes toujours prisonnier, sauf dans une cellule plus grande. Donc, imposer des limites à la liberté, c'est un non-sens. Une liberté, par définition, n'est contrainte par aucune limite. Donc, il est facile pour nous de déduire que les limites sont imposées par nos maîtres. Ça va de soi, c'est simple, c'est logique. C'est comme à l'époque de la traite négrière. Le maître esclavagiste vous disait telle limite à ne pas franchir. C'est-à-dire que le maître esclavagiste vous disait que la plantation commence ici et se termine là-bas. À partir du moment où vous décidez de franchir les limites imposées par le maître esclavagiste, vous devenez un nègre marron. Donc à ce moment-là, vous vous faites bouffer par les chiens. Lorsqu'on médite dessus sur ce qui est concrètement que la liberté, c'est là qu'on aperçoit vraiment le caractère vraiment présomptueux des valeurs républicaines, quoi. Liberté, égalité, fraternité. Ça laisse sous-entendre qu'on est plus libre que les autres, beaucoup plus tolérant, beaucoup plus ouvert. Alors que ceci est un leurre. Nous sommes libres uniquement que dans un champ bien délimité. Des limites fondées sur les principes moraux et humanistes.
Cela va de soi, car la République est maçonnique, de fait, intrinsèquement. Une franc-maçonnerie dégénérée, hein, bien entendu, hein, spéculative et ultra-humaniste. Alors certains me rétorqueront, oui, mais Daoud, s'il n'y a pas de limite, c'est l'anarchie. Bien sûr qu'il faut des limites, mais des limites traditionnelles. Donc des limites basées, fondées sur des principes immuables et sacrés. Car ces limites permettront justement d'endiguer les individualités, leur faire retrouver une axialité, afin que ces derniers puissent justement s'affranchir de leurs individualités pour au final de compte être conditionnés par aucune limite. Aucune limite individuelle. C'est ce qu'on appelle dans d'autres termes la délivrance. La paix, la grande paix, car conditionnée par rien. Et la tradition amène vers cela. C'est le but ultime de la tradition. Donc en final de compte, vos limites humanistes et moralistes républicaines ne sont que des limites de plafond, de couvercle. Elles condamnent la transcendance. Et en final de compte, fait descendre les individus uniquement vers les libertés inférieures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a affaire à toutes sortes de dégénérescences, de nouvelles sexualités, mener des vies de débauche, dissolues, parce qu'en quête de vérité, justement, mais malheureusement en vain. Donc certains sombrent dans des psychotropes, dans des grosses drogues, dans des grandes addictions, et tout cela en plus au nom de la liberté. C'est triste, et c'est ironique à la fois. Mais bon, revenons sur la liberté d'expression. Alors comme je vous le disais, elle n'existe pas. Et qu'est-ce qui est interdit de dire? Il est interdit de souiller le sacré, ou du moins leur sacré. Cette république qui crie droit au blasphème, c'est un leurre. Il ne faut pas se faire avoir par les mots. J'en avais fait un audio il y a quelques mois. Alors je vais revenir dessus très rapidement. Quand on parle de blasphème, dans l'inconscient général, automatiquement, on pense au sacré. On pense au sacré traditionnel, spirituel, qui renvoie à Dieu. Ou bien qui renvoie à la religion, c'est-à-dire au dogme sur lequel les individus, les religieux s'appuient pour aller à Dieu. Mais dans notre ère actuelle, le sacré a changé de camp. Nous sommes sous obédience républicaine, sous obédience maçonnique. Donc aujourd'hui, dans cette société républicaine, le sacré ne réside plus dans la religion, mais il réside dans les valeurs et dans les principes républicains. Si demain un individu désapprouve, par exemple, je sais pas moi, n'est pas d'accord avec l'homosexualité, par exemple, et sans pour cela tenir des propos injurieux, hein, juste dire je ne suis pas d'accord, je ne suis pas en accord avec cette pratique, je ne la valide pas, pour moi c'est, je sais pas, c'est une abomination, toutes sortes de trucs, et bon, on va lui tirer les oreilles au nom de la liberté républicaine, moraliste et humaniste, qui est une valeur, qui est un des principes majeurs de la République. Demain, si vous attaquez la politique sioniste, eh bien, il va vous arriver des bricoles. Parce que là, vous attaquez directement une certaine caste qui peut avoir des affinités avec une certaine cabale. Et on sait très bien que la cabale a une certaine affinité avec une certaine franc-maçonnerie. Hein. Il y a une certaine connivence entre la cabale et la franc-maçonnerie à notre époque, dans cette époque de subversion. Et là, je vous envoie à vous intéresser aux travaux, par exemple, de Youssef Indy, qui fait un très bon travail dessus. Donc, critiquer le sionisme, on dirait que vous êtes taxé d'antisémite, et on sait ce que ça vaut aujourd'hui d'être taxé d'antisémite, alors que pas du tout. Hein. Le juif traditionnel orthodoxe, aucun problème. Hein. Frère en humanité, mais on a le droit de s'opposer à la politique sioniste. C'est pas parce que beaucoup de juifs sont sionistes qu'on est antisémite. Surtout lorsqu'on sait que tout juif n'est pas forcément sioniste et tout sioniste n'est pas forcément juif. Bref, tout ceci ne sont que des techniques d'intimidation. Donc non, la liberté d'expression n'existe pas. Et justement, c'est parce qu'elle n'existe pas qu'il y a un deux poids deux mesures. Bah oui, parce qu'effectivement, certaines personnes pourront dire des choses que d'autres personnes ne pourront pas dire. Donc il y a une injustice qui se crée dans la liberté d'expression, dans la liberté de parole. Et c'est ce deux poids deux mesures qui peut amener certains fragiles, décérébrés, malades mentaux à commettre des crimes odieux comme le Tchétchène adolescent. Et je pense d'ailleurs qu'il y a pas mal de gens fragiles,
habité et animé d'une violence comme ça, et frustré surtout de ne pas pouvoir s'exprimer comme certaines personnes, et surtout ne pas pouvoir se défendre verbalement. Eh ben, je pense sincèrement que cette injustice, parce que c'est une injustice, hein, le deux poids deux mesures est une injustice, eh ben, peut amener à ce genre d'atrocité. Parce que des psychopathes, des malades mentaux, c'est pas ce qui manque dans notre société. Et si vous les muselez, vous les attachez, vous les frappez, vous les chatouillez pendant 10, 15 ans et qu'ils peuvent pas s'exprimer à un moment donné, ou peuvent pas se lâcher, peuvent pas se défendre, le jour où vous les libérez, je vous garantis que c'est un carnage, hein. Car ce n'est pas tout le monde, hein, qui est sain d'esprit et qui agit de manière noble. La noblesse, la sagesse et tout, c'est pas donné à tout le monde. Et encore moins à notre époque. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on parle d'islamisation, là, j'entends un peu partout l'islamisation et tout. Bon, ça me fait rire, le système est pris dans ses contradictions. À la fois, il est très, du moins, il encourage de toutes ses forces la politique migratoire, hein, la grande migration de masse. Et puis, d'un autre côté, il se plaint d'une islamisation. Et donc, maintenant, on a notre cher président qui se sent habité d'une nouvelle mission, c'est de se battre contre le séparatisme musulman. Une allocution qui a d'ailleurs eu lieu très peu de temps avant l'acte terroriste tchétchène. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, dans un premier temps, il est affolant de voir que nos politiques n'arrivent pas à prendre en considération le côté qualitatif des individus. C'est-à-dire qu'ils considèrent les peuples du Sud, ou enfin les peuples de migrants, comme des simples individus, des carcasses ambulantes, donc qui marchent, qui déambulent comme ça dans les rues. Mais c'est pas du bétail. C'est-à-dire que ces gens-là, lorsqu'ils viennent sur le territoire, ils viennent avec leur culture et avec leur tradition. Alors certes, c'est pas forcément pour les musulmans, c'est pas forcément l'islam de l'âge d'or, ça je vous l'accorde, mais ils viennent avec ça. Et lorsqu'ils viennent en France, eh ben ils gardent leur culture et leur tradition, tout simplement. Alors quand j'entends certaines personnes qui se battent pour une assimilation, mais ils vont s'assimiler à quoi? Quel est le modèle français aujourd'hui? La France aujourd'hui est un terrain vague, hein. Il n'y a plus rien totalement acculturé. La tradition n'est plus depuis bien longtemps, qui fait que les migrants en question ne trouvent pas l'utilité et surtout ne vont jamais se détacher de ce qu'ils ont de plus cher. Donc certes, oui, il est vrai qu'il est difficile de le concevoir d'un point de vue républicain, mondain, matérialiste, individualiste, moderne tout simplement. Mais la réalité, elle est là, hein. Ils n'ont pas tout lâché de ce qu'ils sont, qualitativement, pour vivre comme un Français déraciné. Alors je suis tout à fait d'accord qu'il y ait une politique de grand remplacement. La théorie de grand remplacement que théorisait Renaud Camus, d'ailleurs qui est un homosexuel, donc qui ne fait pas d'enfants, mais qui se bat contre le remplacement de sa population. Je veux dire, participe déjà, hein, participe. Fais des enfants, quoi, fais des enfants, fais prospérer ta race, justement, pour contrer ce projet de grand remplacement sur lequel tu te bats. Enfin, pour moi, c'est la moindre des choses, hein, c'est la logique même. Bref. Donc oui, je veux dire, oui, le grand remplacement existe bien, mais le peuple remplace, du moins c'est même pas il remplace, c'est il s'installe facilement. Il n'aurait pas pu s'installer aussi facilement s'il serait arrivé sur un territoire, un terrain traditionnel, avec une culture bien ancrée. Non, ce n'est pas possible. Bon, et on nous maquille tout ça avec le vivre ensemble, on doit vivre ensemble, les migrants sont l'avenir, le futur. On nous a vendu et saoulé à toutes les sauces avec cette immigration. Si opposé, bien entendu, on est automatiquement mis à l'écart, vu comme un facho. Bon, vous connaissez la procédure. Et maintenant, ça se plaint de l'islamisme. Bon. Et surtout, et je tiens à le dire, et il faut le dire, c'est que la population qui vient, bon, je ne veux pas être trop dur non plus, mais c'est une population déjà terriblement aliénée. C'est-à-dire pour quitter sa terre et pour venir. Alors oui, certains vont dire, non, mais c'est la guerre, tu comprends. Mais pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde, hein. Beaucoup de personnes viennent aussi ici parce qu'on leur vend ça comme l'Eldorado. Il y a le confort matériel, etc., etc. C'est des gens qui sont totalement détachés
d'une certaine manière de ce qu'ils sont, hein. C'est ce qu'on appelle l'aliénation d'ailleurs, de leur terre, de leur territoire, de leur culture. Ils veulent tout lâcher pour vivre à la Kanye West. Il y a cette réalité aussi, hein, il faut la dire. Donc maintenant, bah, la seule solution, c'est de se battre contre le séparatisme et de soumettre l'islam bah, à la République totalement. Il y a volonté maintenant d'inféoder les principes et les valeurs islamiques aux principes républicains. Donc je pense que cette décennie va être assez compliquée. Alors l'islamophobie, donc il faut en parler aussi de l'islamophobie. Alors je vois que on demande un peu partout aux musulmans de prendre la parole pour s'excuser ou pour se justifier de cet acte barbare. Je n'arrive pas à comprendre. Ça, ça n'a strictement aucun sens, hein. Je rappelle que Bush, lorsqu'il a déclaré la guerre en Irak, c'est au nom de la chrétienté, hein, la main sur la Bible, hein, il a dit ouais, il va déclarer la guerre à l'Irak au nom du Christ, au nom des chrétiens. Les chrétiens ne se sont pas justifiés. Hein. Pareil pour le Ku Klux Klan, hein, lorsqu'ils pendaient des Noirs, il n'y a aucun chrétien qui a pris position parce qu'ils ne s'identifient pas à eux, tout simplement. Tout simplement. La chrétienté, c'est pas ça. C'est pas Bush, c'est pas le Ku Klux Klan, c'est autre chose. Et les chrétiens enracinés traditionnels l'ont très bien compris. Ils n'ont pas trouvé la nécessité de vouloir se justifier et tout. C'est justement qu'on identifie les musulmans au terrorisme qui est insultant. Donc en aucun cas faut tomber dans ce piège de vouloir se justifier à tout prix, de s'excuser. Non, on ne s'identifie pas à la barbarie. L'islam, ce n'est pas ça. On ne se retrouve pas en eux, on ne se justifie pas, même s'ils parlent au nom de l'islam. Comme tout à l'heure, comme je viens de vous le dire, Bush a parlé au nom de la chrétienté. Les chrétiens ne s'identifient pas à Bush, tout simplement. Ça aussi, c'est un gros leurre, d'ailleurs. Ça me fait penser, bah, d'ailleurs, comme l'affaire George Floyd. Tous les blancs qui se sont identifiés aux blancs assassins, meurtriers de George, et qui se sont mis à genoux. Vous êtes des larves, je suis désolé. Le mot est dur, mais c'est ça, concrètement. C'est alors que vous identifiez à ça, en fait. Ça n'a aucun sens. Faut être fou pour raisonner comme ça. C'est dingue. Alors, bien entendu, maintenant, vous avez aussi les grands agents de subversion, les Éric Zemmour, islamophobes de la première heure. D'ailleurs, j'aimerais bien voir un intellectuel qui se prétend judéophobe. Je sais pas s'il aurait le droit de s'exprimer. Bon, bref. Et Éric Zemmour, qui fait des gros raccourcis. Pour lui, islamisme, c'est totalement la même chose. L'islamisme, d'ailleurs, un autre néologisme insupportable et qui n'a aucun sens. Bon, c'est clair que pour un musulman, il est très insupportable d'entendre ces gens-là parler, vociférer sur l'islam, dire tout et n'importe quoi, parfois de mauvaise foi aussi, sans donner la parole non plus à des gens de science, quoi. On va toujours entendre un Chalgoumi s'exprimer, ou sinon pour mettre à mal Zemmour, on va lui mettre comme opposant en face de lui dans un débat un Bellatar. Pardon, hein, mais j'imagine pas demain qu'on puisse mettre en face d'un intellectuel musulman Kev Adams ou Elie Semoun par exemple. Je sais pas. Bon, on est dans le grotesque. Par contre, les islamophobes en question, intellectuels et toute autre personnalité publique qui s'exprime sur l'islam en disant tout et n'importe quoi, ils ont de la matière hein, quand même. Parce que l'islam qui est en vogue ici en Occident, je veux dire, n'arrange pas les choses. Hein. Les politiques et les personnalités publiques islamophobes se régalent. Parce que l'islam ultra-rigoriste importé d'Arabie Saoudite, qui est l'islam salafo-wahhabite, est très difficile à supporter. Et même pour un musulman. Même si ils n'entrent pas dans un takfirisme, hein, ils ne les excluent pas de la communauté, contrairement à eux. D'ailleurs, ils sont très islamophobes quand on regarde bien, parce qu'eux-mêmes excluent les personnes qui ne sont pas dans leur courant. Il faut savoir que l'islam, il y a plusieurs courants. C'est pas un bloc monolithique, quoi. Hein, c'est comme la chrétienté, il y a énormément de courants. Il y a le catholicisme et puis aussi il y a des branches protestantes. Évangélistes, pentecôtistes, adventistes, témoins de Jéhovah, etc. etc. Ben, c'est pareil pour l'islam. Vous avez l'islam traditionnel, puis vous avez aussi toutes les branches protestantes. Même si lorsqu'on parle de protestantisme, on parle effectivement de la chrétienté, mais il y a aussi un protestantisme musulman, bon, j'en ai déjà parlé.
Donc il est très facile maintenant pour les ennemis de l'islam eh ben, d'identifier l'islam à ça, à ce courant qui a pris presque toute la place de l'orthodoxie islamique, en pointant du doigt les véritables névroses que crée justement l'idéologie, parce qu'on est en plein dedans, hein, c'est de l'idéologie. Et surtout quand cette dernière s'entremêle avec les coutumes et les cultures des pays d'origine et avec la culture urbaine, le rap, etc., ça vous crée des mutants. J'ai presque envie de vous dire que quand on voit ça objectivement, en tout cas pour me concernant, je suis à deux doigts de rejoindre Zemmour hein, pour l'aider dans, pour lui donner des billes dans son discours islamophobe, c'est pour vous dire. Non, je plaisante, mais c'est pour vous dire comme quoi c'est insupportable. C'est insupportable en fait. Mais c'est un véritable problème, hein. Il faudra en parler un de ces quatre. Mais objectivement, on est forcé de constater, de dire qu'il y a sur le territoire français un gros potentiel terroriste. Et l'époque actuelle, la situation actuelle ne fait que d'envenimer les choses. D'un côté, la liberté d'expression à deux vitesses, le deux poids deux mesures insupportable, et de l'autre côté, une sorte de névrose, de choc chimique entre des cultures et des coutumes d'origine mixées avec un islam dévoyé, remixé pour certains avec les codes de la rue. Euh, Tout cela très souvent situé au bas de l'échelle sociale. Je vous dis, il y a un individu qui est dans un HLM délabré au 14e étage, qui ne se nourrit que de malbouffe, qui écoute de la pollution auditive dans les oreilles 24 sur 24, qui baigne constamment dans la vulgarité, où il n'a rien pour s'élever, on va dire, spirituellement, qui est totalement asséché, vidé de toute qualité, détaché de tout ce qui a trait à la beauté, qui patauge dans la vulgarité dans tous les domaines, dans un environnement insalubre. Et la seule vue de ça qu'il a par sa fenêtre, c'est un penny market ou un leader price ou un terrain de foot avec des cages sans filet. Je vous garantis que si cet individu, avec sa fragilité qu'il caractérise, rencontre une personne à allure, on va dire, pseudo-religieuse et à la fois belliqueuse, avec un islam ultra rigoriste, idéologique et bien loin de l'islam traditionnel et de la spiritualité, je vous garantis que cette personne peut envoyer n'importe quel fragile à se faire sauter au nom de l'islam, hein, de leur islam. Hein. Parce qu'une personne dont la vie se résume à très peu de choses et qui demain apprend qu'il peut faire quelque chose de noble auprès de Dieu, donc pour lui tuer au nom de Dieu, tuer un vulgaire mécréant, bah pour ce pauvre type en question, sa vie aura beaucoup plus de saveur en étant un soldat d'Allah, le pauvre, que sa vie antérieure. Donc effectivement, c'est un véritable problème. Bon, pour finir, oui, je crois que finalement j'ai fait un long audio, moi qui pensais que ça allait être court. Je vais vous laisser, j'espère ne pas avoir été trop confus. Je reviendrai bientôt, soit sur ce format de j'ai quelque chose à vous dire, sur ce concept plutôt, excusez-moi, ou soit je développer un thème comme j'ai l'habitude de faire. D'accord. Alors pour finir, je vais conclure toujours sur les mêmes propos. Retourner à la tradition. Hein. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, l'époque nous encourage à retourner vers la tradition, vers l'essentiel. Parce que je pense qu'il n'y a rien à gratter. Hein. Même un mondain qui a faim du monde, qui a soifé du monde, qui veut manger le monde en plein dedans. Je pense que là, il peut avoir un certain rejet hein, et se retourner vers l'essentiel. Bon allez, je ne vais pas rester plus longtemps. Prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.